Imaginez une musique qui vous permettrait de vous vider la tête. Une musique qui vous ferait instantanément oublier vos tracas. Une musique qui emplirait votre cœur de joie et d'insouciance. Une musique qui vous ferait voyager à travers le temps et l'espace sans pour autant quitter votre chez vous. Une musique qui invoquerait en vous des souvenirs de moments que vous n'avez jamais vécus. Ça, c'est l'effet que me fait la synthwave. Imaginez maintenant qu'il existe une œuvre audiovisuelle qui ait ce même effet. Une version filmique de la synthwave, en somme. Une œuvre qui viendrait enrichir ce feeling si unique par son histoire, son imagerie et sa mise en scène. Ça fait maintenant quelque temps que cette idée me traîne dans la tête. Cette idée qu'il existe peut-être, quelque part, une représentation visuelle qui capterait parfaitement cette chose si abstraite qu'est le sentiment que je ressens en entendant de la synthwave. Eh bien j'ai décidé de partir à la recherche de cette œuvre. J'ai décidé de partir à la recherche du synth movie. À mes yeux, l'un des piliers du cinéma des années 80, c'est les teen movies. Pour ne vous citer que quelques exemples marquants du genre, on a eu Say Anything, Stand By Me, Fast Times at Ridgemont High, Pretty in Pink, ou bien évidemment une bonne partie de la filmographie de John Hughes avec 16 Candles, Breakfast Club, Weird Science et Ferris Bueller, 4 films qu'il a complètement enchaînés puisqu'ils sont sortis en l'espace de 3 ans, ce que je trouve assez dingue. Mais parfois, et même souvent, le teen movie a été associé à d'autres genres cinématographiques. On peut citer le fantastique avec Teen Wolf, l'aventure avec les Goonies ou War Games, ou pourquoi pas l'horreur avec une bonne partie des slasher movies. Et bien c'est de l'un de ces films dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de Summer of '84. Summer of '84 est un thriller sorti en 2018, présenté pour la première fois lors du festival de Sundance en janvier de la même année, avant une diffusion dans quelques cinémas américains lors de séances de minuit à partir du mois d'août. Le film est aussi disponible depuis octobre 2018 sur la plateforme de streaming américaine Shudder, sur laquelle il a rencontré son petit succès, et est sorti en France directement en DVD le 13 décembre 2018. Il raconte l'histoire de Davey, un adolescent de 15 ans qui vit dans la ville d'Ipswich, en Oregon. Un jour, le commissariat local reçoit une lettre anonyme dans laquelle un prétendu serial killer avoue être à l'origine de 13 disparitions d'enfants dans la région lors des 10 dernières années. Davey va alors suspecter son voisin, un policier du nom de Dwayne Mackey, d'être ce serial killer. Au début, ses amis Hitz, Woody et Faraday auront du mal à prendre Davey au sérieux, connaissant son penchant pour les théories du complot. Mais après la disparition d'un enfant que Davey a aperçu chez Mackey quelques jours plus tôt, ses amis vont finalement décider de l'aider à mener l'enquête. Et avant de dire quoi que ce soit de plus, il faut que je vous prévienne que je vais devoir spoiler le film comme un sagouin pour bien développer toutes mes idées. Donc si vous ne l'avez pas vu et vous souhaitez le voir, je vous invite à arrêter la vidéo ici. Alors pas la peine de tourner autour du pot pendant des heures, j'ai été très agréablement surpris par la réalisation. En fait, je suis à peu près certain que si on ajoutait du grain à l'image, on pourrait réellement croire que le film a été tourné pendant les années 80. Il y a un vrai effort qui a été fait au niveau de la construction des plans, des mouvements de caméra et surtout de la lumière pour essayer d'évoquer les films des années 80 à la E.T. ou les Goonies. Et c'est plutôt efficace parce qu'à aucun moment ça ne devient lourd. J'ai pas l'impression que ça tire trop sur la corde pour jouer la carte de la référence trop forcée. C'est assez présent pour qu'un œil aguerri le remarque, mais aussi assez subtil pour ne pas sortir un public lambda du film. Après, c'est vrai que c'est particulièrement flagrant dans certaines séquences. Je pense par exemple à celle où on voit un adolescent se faire kidnapper, mais surtout au montage, qui nous montre les personnages principaux qui espionnent Mackey. Ça aussi, le montage, c'est ultra récurrent dans le cinéma des années 80, on en a vu des tas, ça a été parodié dans tous les sens, mais celui-là est plutôt bien foutu. Et outre la réalisation, on a aussi la musique, de la synthwave, qui marche plutôt bien, même si elle est un peu oubliable. C'est vrai que je serais incapable de vous fredonner ne serait-ce qu'un extrait, mais sur le moment, ça fait le taf. Et enfin, je voulais parler un peu du casting. Les acteurs principaux sont plutôt bien choisis, mais je voulais surtout m'attarder sur l'interprète de Mackey, que j'ai trouvé vraiment très bon, tantôt sympathique au possible, tantôt réellement angoissant. Et d'ailleurs, il y a un truc qui me chiffonne un peu. Sa voix me dit quelque chose, mais j'arrive pas à retrouver où je l'ai déjà entendu. Je suppose que je vais pouvoir trouver ça sur IMDb ?
Ah mais d'accord, tout s'explique. Summer of 84 a été réalisé par François Simard et Anouk et Johan Carl Wissel, qui ont aussi réalisé Turbo Kid, dont on avait parlé la dernière fois. C'est pour ça que la réalisation marche aussi bien en fait. Et du coup, la musique a été composée par le groupe québécois Le Matos, qui avait aussi bossé sur Turbo Kid. Je sais qu'on dirait que c'est juste une histoire que j'ai inventée comme ça pour la vidéo, hein, mais je vous assure que c'est vraiment comme ça que je l'ai découvert, au détour d'une recherche sur IMDb. Ah, et au final, l'interprète de Mackie, c'est Rich Sommer, qui avait prêté sa voix à Henry, le personnage principal de Firewatch. Un jeu incroyable que je vous recommande très chaudement si vous n'y avez pas déjà joué. Mais malheureusement, les points que je viens d'aborder ne suffisent pas à faire de Summer of 84 le synth movie. Il a des qualités indéniables qui font partie de celles que je recherche, mais elles sont contrebalancées par de gros problèmes d'écriture. Parce qu'en faisant ma recherche, j'ai aussi pu découvrir que contrairement à Turbo Kid, Summer of 84 n'a pas été écrit par son trio de réalisateurs, mais par Matt Leslie et Stephen J. Smith, dont c'est le premier film en tant que scénariste, et ça se sent. On va commencer par les personnages, parce que ce sont presque tous des montagnes de clichés. Prenons le quatuor principal. À part Davy, ils collent tous à des archétypes qu'on a vus des milliards de fois absolument partout. Faraday est un nerd, bon courage si vous vouliez plus d'infos à son sujet. Heath est le métalleux rebelle à la situation familiale compliquée, et Woody est fidèle, je crois. On aurait pu avoir quelque chose d'intéressant avec le personnage de sa mère, qu'on sait dépressive, et encore, on le déduit plus qu'on ne nous le dit, mais ça ne va absolument nulle part. Si, ils ont quand même un trait de caractère qui ressort pas mal, c'est le fait qu'ils arrêtent pas de parler de cul toutes les 3 répliques. Les gars, je sais que vous avez 15 ans, que vous êtes en pleine puberté, tout ça... mais là, c'est juste relou. Mais ce n'est rien comparé à Nikki. Nikki, c'est la voisine de Davy. Elle est un peu plus âgée que lui, même si on nous donne pas son âge, hein, on sait juste qu'elle a moins de 20 ans. Et bien évidemment, Davy a un méga crush sur elle. Ça pourrait s'arrêter là, mais non. Les scénaristes ont voulu essayer de développer un peu plus ce personnage. On apprend donc que ses parents sont en instance de divorce et qu'elle va déménager. La relation entre Davy et Nikki va alors évoluer, sauf que... bah ça marche pas du tout. Tenez, à un moment, Nikki dit ça. Mais dans ce cas, montrez-le nous. Vous pouvez pas juste faire apparaître le personnage dans 3 scènes et ensuite balancer ça comme ça. Montrez-nous que Davy et elle sont proches. Parce que là, la seule chose qu'on sait de leur relation, c'est que Nikki a été la babysitter de Davy 4 ans plus tôt. On nous dit absolument rien d'une quelconque amitié qui aurait persisté entre eux pendant tout ce temps. Et voici ce que Nikki dit plus tard quand elle parle de Davy aux 3 autres. Let's just say, he's more of a man than you jerk-offs. Ah bon? Mais en quoi? Non, parce que là, vous avez juste eu une scène, une seule scène dans laquelle tu lui as parlé de tes problèmes. Sinon, il a passé le reste du temps à bafouiller et à essayer de te mater avec des jumelles. Oh, c'est trop mignon, il est tellement amoureux qu'il peut pas s'empêcher de regarder ce qu'elle fait. Oh, il va même chercher son caméscope pour immortaliser le moment. Oh, il attend qu'elle se déshabille pour la filmer. Oh, et puis c'est pas la première fois qu'il fait ça parce qu'il a d'autres images qui se repassent au ralenti. Oh, je vais appeler les flics. Et toute cette histoire culmine à la fin du film avec le bisou. Alors en soi, c'est une conclusion plutôt logique à leur arc narratif commun, mais je peux pas m'empêcher de penser au fait que cette scène a dû être terriblement malaisante à jouer pour Tyra Scoveby, l'interprète de Nikki. Parce qu'au moment du tournage, elle avait 22 ans. Lui, il en avait 15. Bon, ça va, une différence d'âge de 7 ans, c'est pas non plus la fin du monde. Mais je sais pas, je trouve toujours ça un peu dérangeant quand l'un des deux comédiens en question est mineur. Après, c'est vrai que dans les années 80, ça n'aurait probablement dérangé personne. Je suppose que c'est les mentalités qui étaient différentes, mais je trouve quand même ça un peu abusé. Ça me fait repenser à l'exemple de Big avec Tom Hanks. C'est l'histoire d'un ado de 13 ans qui se réveille un matin dans un corps d'adulte et qui finit notamment par vivre une histoire d'amour avec une femme de 20 ans de plus. À la fin du film, elle découvre tout, mais ça a pas l'air de la choquer plus que ça d'apprendre qu'elle a couché avec un gamin de 13 ans. Mais bref, je m'égare. Le film souffre aussi et surtout d'un énorme problème de rythme. Attention, hein, faut quand même reconnaître que les moments de tension fonctionnent. On frissonne quand il faut frissonner, il y a rien à redire à ce niveau-là. Par contre, c'est sur le reste qu'il y a des problèmes. Parce que 1h45 pour un film comme celui-là, c'est trop long. On aurait très bien pu raconter la même histoire avec un quart d'heure de moins en enlevant certains éléments superficiels. Par exemple, vers une demi-heure de film, on a une scène dans laquelle un adolescent se fait enlever. Mais en fait, si elle était pas là, ça changerait vraiment pas grand-chose au reste. On le revoit juste tout à la fin lorsque Davy, Nikki et Woody s'infiltrent chez Mackie. Mais à part ça, personne n'en parle. Surtout qu'on sait même pas qui c'est ce gamin. C'est pas comme si c'était un ami de Davy ou quoi que ce soit. Bref, il y a plusieurs moments comme ça qui sont assez futiles et qui rallongent inutilement le film. Mais ça, à la limite, c'est pas trop grave.
Ce qui m'a surtout gêné, c'est les 10 dernières minutes. Parce que là où la majorité du film se présente comme un thriller plutôt calme, où il y a une vraie tension sans pour autant tomber dans l'horreur, les 10 dernières minutes partent dans un délire slasher movie qui détonne complètement avec le reste. Et en plus, ça arrive après qu'on a eu un semblant de conclusion à l'intrigue. En fait, j'ai juste eu l'impression que les scénaristes hésitaient entre deux fins et qu'ils se sont dit que plutôt que de choisir, ils allaient balancer les deux. Surtout que si on enlève la mort de Woody, le résultat aurait été le même sans les 10 dernières minutes. La police ne retrouve pas Mackie, qui est en cavale et peut revenir se venger à n'importe quel moment. D'ailleurs, en parlant de Mackie, j'ai trouvé ça très décevant que ce soit effectivement lui le tueur. Parce qu'en général, dans ce genre d'histoire où les personnages principaux accusent quelqu'un, on finit par se rendre compte que ce n'était qu'un quiproquo et que le véritable coupable était quelqu'un d'autre. Mais là, dès le début du film, Davy accuse Mackie, malgré les réticences de ses amis, de Nikki et de ses parents. Et finalement, il a raison. Ça nique un peu la tension, non? Surtout que Mackie est vraiment présenté comme un mec flippant. Ça aurait été plus intéressant de le présenter comme quelqu'un de louche, puis d'expliquer qu'en fait, non, c'est juste un mec bizarre, mais qui fait de mal à personne. Ou alors, à l'inverse, il aurait fallu enlever tous les moments où il paraît bizarre, pour que le spectateur le voit réellement comme quelqu'un de bien. Là, on aurait eu une vraie surprise à la fin. Et puis au final, qu'est-ce que ça essaie de dire? Écoutez, le gamin qui est fan de théorie du complot, il a forcément raison. D'ailleurs, on va s'attarder là-dessus un petit instant. Pendant tout le film, les adultes, et en particulier les parents de Davy, sont presque présentés comme des antagonistes parce qu'ils ne croient pas leur fils. Sauf que je suis désolé, mais c'est tout à fait normal. Regardez le mur de sa chambre. Il y a affiché des tas de unes d'un journal à la con qui parle de théories du complot toutes plus débiles les unes que les autres. Évidemment que ses parents ne vont pas le croire. Si Davy n'avait pas eu cette caractéristique-là, l'antagonisation des parents aurait eu du sens. Mais là, encore une fois, ça marche pas. Et il y a aussi le fait que rien ne justifie que l'histoire se déroule dans les années 80. Vraiment, on aurait pu raconter exactement la même chose de nos jours. Ça nuit pas vraiment au film, hein, mais du coup il va inévitablement souffrir de la comparaison avec d'autres œuvres récentes qui mettent en scène des adolescents pendant les années 80. Et oui, je pense évidemment à Stranger Things et à ça. Alors bien sûr que ce sont des œuvres très différentes qui penchent plus du côté de l'horreur pure. Mais si j'en crois les commentaires sous la bande-annonce de Summer of 84 sur YouTube, bah y a pas mal de monde qui a fait le lien. C'est à se demander s'il n'y a pas eu une vraie volonté d'essayer de surfer sur la vague de Stranger Things et ça, ce qui, du coup, rend l'hommage aux 80s tout de suite beaucoup plus artificiel. Après j'en sais rien, c'est tout à fait possible que je raconte n'importe quoi. Si ça se trouve, il n'y a eu aucune volonté de surfer sur quelque vague que ce soit. Mais le fait est que c'est une possibilité. Bref, Summer of 84 n'est pas un mauvais film. Mais j'ai trouvé que ses problèmes d'écriture étaient trop importants pour être compensés par le soin apporté à sa mise en scène. Et c'est vraiment dommage, parce qu'en termes de réalisation, c'est exactement ce que je m'attends à retrouver dans le synth movie. Mais malheureusement, le semblant de nostalgie que j'ai commencé à ressentir au début a rapidement été éclipsé par ma remise en question de l'intrigue et la désagréable impression que le film se traînait en longueur. Donc non, pour moi, Summer of 84 n'est pas le synth movie. J'ai un peu l'impression de tourner en rond. En fait, à chaque fois que j'ai le sentiment de faire un pas en avant, je refais un pas en arrière dans la foulée. Et ça commence à devenir vraiment frustrant. Peut-être que je dois tout simplement affiner mes critères de sélection de films. J'en sais rien. En tout cas, il y a clairement quelque chose qui cloche dans ma méthodologie et il va falloir que je trouve quoi. Mais une chose est sûre, je reste déterminé à poursuivre ma quête. Je reste déterminé à trouver le synth movie.